Vous écoutez Bretagne 5, c'est la matinale, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Philippe Cherdel, il est secrétaire général de la FDSEA des Côtes d'Armor. Il est venu avec nous ce matin pour parler de la crise agricole, je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors, crise agricole, endeuillée, ce mouvement par la disparition d'une jeune agricultrice de 35 ans, Alexandra Sonac, fauchée hier matin sur un point de blocage à Pamiers dans l'Ariège. Elle est décédée, sa fille de 12 ans est également décédée hier dans la soirée des suites de ses blessures. Voilà, on a forcément une pensée pour ces deux jeunes femmes et leurs familles ce matin. Néanmoins, le mouvement continue. C'est un drame qui se rajoute j'allais dire, au drame que vit la profession agricole aujourd'hui. Oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs et agricultrices qui seront sur les différents points d'action de France auront dans leur cœur une pensée pour cette famille. Je crois qu'il est, comme vous l'avez dit, c'est un drame de perdre la vie dans un mouvement où le combat c'est juste de revendiquer un droit à vivre dignement. Et c'est dramatique, on aura tous une pensée pour eux. Voilà, je crois qu'après on cherche à faire en sorte que dans tous ces mouvements, la sécurité des biens et des personnes, que cela soit pour les manifestants ou pour les personnes extérieures au mouvement, soit garantie. Le risque zéro n'existe pas. Après, il appartient aux autorités compétentes de faire la lumière sur ce drame. Voilà, une enquête est en cours et éclairera sans doute ce qui s'est passé. Le monde agricole est en crise, en colère, en désespérance, j'allais dire ce matin. Les chiffres sont terribles, un suicide tous les 2 jours, 26% des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté, le nombre d'exploitations agricoles qui a été divisé par 4 en 50 ans. Si on voulait continuer dans les chiffres, on prendrait ce chiffre de la coordination rurale qui indique que la détresse financière touche 40% des exploitations agricoles. La question c'est, est-ce que l'agriculture aujourd'hui, l'agriculture française est en danger? Bien sûr que l'agriculture française est en danger. Elle est en danger parce que, et je crois que c'est un peu tous les fondements de ce mouvement qui traverse toute la France, elle est en danger parce que aujourd'hui les agriculteurs se sentent abandonnés et ne voient pas dans les discours un peu de l'État une réelle ambition pour l'agriculture, mais plutôt une forme de laisser-aller ou qui se traduit par cette déprise, par une augmentation des importations, par une surenchère administrative qui décourage les plus jeunes à s'installer. Alors on voit justement le remplacement des agriculteurs qui partent à la retraite qui ne se fait pas. Le métier d'agriculteur est pourtant un bon métier, il est attractif quelque part, mais les jeunes n'y viennent pas. Pourquoi ça se fait pas? Je crois que ça se fait, mais pas suffisamment déjà. Il faut pas noircir plus que ça le tableau, même s'il y a un déficit effectivement de renouvellement et qui est d'autant plus criant que quand on regarde la pyramide des âges et par rapport au nombre d'exploitations qui vont arrêter dans les 5 à 10 ans à venir, s'il n'y a pas de renouvellement derrière, c'est réellement un arrêt de l'agriculture. Mais pour un jeune, et j'ai eu l'occasion, et je dirais ici à Quessoy l'année dernière, de rencontrer des jeunes en formation agricole, et je leur avais posé comme question, tous présentaient un projet, il y a une volonté de s'installer, et je leur avais posé comme question, qu'est-ce qui vous motive par rapport à qu'est-ce qui définit ce projet. Et il me parlait de volonté de créer quelque chose, de produire quelque chose, il me parlait d'autonomie, il me parlait d'entrepreneuriat. Et le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la surenchère administrative, par rapport aux contraintes qui sont mises en place, eh bien cette autonomie, on n'en a plus du tout. Et je crois que la crise aujourd'hui est fortement une crise morale, une crise psychologique par rapport au fait que c'est laissez-nous travailler.
on est prêt à prendre en charge les enjeux énergétiques, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, l'enjeu alimentaire qui reste le fondement aussi de l'agriculture, mais laissez-nous travailler. Il y a des défis à relever parce que le monde change, parce que le monde évolue, mais ces défis, eh bien, il nous faut aussi du temps pour les mettre en place. On travaille avec du vivant, et le vivant, ça se définit pas sur une feuille de papier avec une règle souvent, parfois absurde. Alors souvent les règles, vous le dites très bien, sont absurdes, elles sont décidées par des gens qui n'ont pas les pieds dans la terre, si vous me permettez ce terme, qui ne sont pas évidemment en prise directe avec le terrain. Et on voit aujourd'hui les agriculteurs dont vous faites partie se mettre en colère contre des normes. On vous demande de plus en plus de normes aujourd'hui. On vous complique la tâche. C'est aussi une des raisons du mouvement, une des raisons de la colère. Oui, c'est une des raisons du mouvement, dans le sens où nous demandons pas un système sans règles. La règle dans toute activité économique fait partie du jeu. Maintenant, cette règle, elle doit être supportable, et quand je dis supportable, ça intègre plusieurs facteurs. Ça intègre un facteur technique, c'est-à-dire qu'on ait la capacité de la mettre en place techniquement. Or, aujourd'hui, on a un certain nombre d'injonctions de l'administration, de règles qui sont mises en place sans solution. Donc ça, c'est pas possible. Un deuxième aspect, c'est que si des règles sont mises en place qui génèrent des changements au niveau de l'exploitation, avec une évolution par exemple des coûts de production, parce que c'est aussi un peu la problématique, il faut que l'on puisse répercuter ces changements-là et ces coûts supplémentaires sur notre prix de revient. Or, d'un côté, le gouvernement n'arrête pas de dire il faut que produire en déflation avec une baisse des prix, et de l'autre côté on met en place des règles qui augmentent nos charges. Donc l'équation, elle est impossible. Alors, équation impossible avec effectivement des charges qui augmentent. On parle beaucoup de l'électricité ces derniers temps, et vous, dans le monde agricole, vous avez besoin de l'électricité aussi. C'est un des aspects. Et puis, il y a le revenu des agriculteurs. Hein. Vous parliez des charges et de l'impossibilité finalement de dégager des revenus, on va dire, décents. On estime que le salaire est entre 800 et 1000 euros par mois pour certains agriculteurs et n'a pas augmenté depuis plus de 20 ans. Est-ce que c'est un chiffre réel, ça ? C'est un chiffre réel. Alors, il y a une forte disparité, hein. Il faut être clair, mais le revenu moyen n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. En revenu constant, on estime que le revenu des agriculteurs a baissé de 40% depuis 30 ans. Je ne crois pas que le SMIC en revenu constant ait baissé de 40%. Et c'est ce décalage qui se produit. J'aurais tendance à dire, je discutais avec un jeune retraité hier, et il me disait, dans les années 70, il est clair que par rapport au reste de la société, c'était une période où l'agriculture... On va dire se développer. Il y avait le revenu des agriculteurs était certainement très louable ou correct par rapport au revenu des ouvriers. Aujourd'hui, je dirais qu'on a un décalage extrêmement fort quand on regarde cette évolution en revenu constant. Le revenu des ouvriers, et c'est très bien, je ne le remets pas en cause, hein, a fortement progressé. Le revenu des agriculteurs, lui, n'a pas progressé. Ça se traduit derrière par finalement des exploitations qui en taille ont un peu augmenté. Il ne s'agit pas de dire c'est du gigantisme, il s'agit de dire pour aujourd'hui, pour gagner un revenu, eh bien on a un minimum d'activité à faire, et ça se traduit par une surcharge de travail, et c'est tout ça qui fait que bien les agriculteurs n'en peuvent plus.
Alors, il y a cette colère, cette détresse et cette grande solidarité, on la voit aussi, hein, cette solidarité du monde agricole. Et puis, il y a l'image des agriculteurs qui est plutôt positive chez les Français et chez les Bretons. Voilà, le mouvement, en tout cas, si on en croit les derniers sondages, le mouvement est plutôt compris par les Français. Et les agriculteurs, depuis des années, se sont tus. Finalement, on a eu quelques soubresauts. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une mobilisation différente des autres ? Oui, je pense qu'il y a un côté, c'est une mobilisation différente. C'est une mobilisation différente dans le sens où on a eu l'habitude de nous voir mettre en place des actions importantes dans le cadre d'un combat pour le prix. Je dis pas que le combat pour le prix est terminé, et il est toujours présent. Puisque j'ai évoqué tout de suite le problème de la hausse des charges et par rapport à une rémunération et une valeur des produits qui n'évolue pas suffisamment et je dirais que l'on voudrait entraîner en déflation. Ça, c'est une réalité. Mais je dirais le combat actuel, il est beaucoup plus large, et c'est pour ça je pense il trouve une assise sur l'ensemble de la France. C'est ce ras-le-bol de ces injonctions contradictoires et de cette liberté d'entreprise que l'on nous grignote, je dirais, pas à pas, sans derrière, enfin, et qui nous contraint dans notre volonté de créer et de faire des choses. Hein, donc c'est plus c'est un ras-le-bol moral. C'est un ras-le-bol moral parce qu'on se dit on parlait de renouvellement tout de suite. Pour qu'il y ait renouvellement, il faut que les jeunes qui vont vouloir s'installer, ils ont besoin à la fois d'une visibilité économique. Mmh. Et cette visibilité économique, elle repose sur à la fois la reconnaissance de la valeur d'un produit, qui se traduit par un prix, et puis elle se traduit aussi par la reconnaissance d'un acte de travail, d'un acte de production, et d'une certaine autonomie. Quand on est chef d'entreprise, hein, les agriculteurs, quelle que soit la taille de l'exploitation, le mode d'exploitation, peu importe, sont tous des chefs d'entreprise. Dans ce qui traduit, je dirais, le chef d'entreprise, il y a la volonté de créer, il y a la volonté d'apporter quelque chose, mais il y a aussi l'autonomie décisionnelle. L'autonomie décisionnelle qui est très importante et qui compense finalement indirectement une charge de travail. On entend les agriculteurs travaillent 70 heures par semaine, etc. C'est vrai, là aussi c'est variable en fonction des situations, mais je dirais là aussi, peu importe, le problème c'est que ce volume de travail doit être compensé par quelque chose, et cette compensation c'est une certaine autonomie, c'est la volonté d'avoir voulu créer quelque chose et porter une entreprise. Une entreprise, c'est un risque financier, c'est un risque humain pour sa famille, c'est un risque psychologique aussi, parce qu'on a le poids, vous avez parlé de l'endettement, donc il y a tous ces risques-là qu'il faut gérer, et si on nous donne, si on a les mains liées pour gérer ces risques-là, c'est plus possible, et ça donne pas de perspective. On parlait tout à l'heure des normes qui vous embêtent, hein, il faut bien le dire, Philippe Cherdel. Alors quand je dis vous, je parle du monde agricole. On a aussi ces importations. On parlait des produits tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a une volonté des Français de bien se nourrir. Voilà, les agriculteurs sont les premiers dans la chaîne pour nourrir les Français. Et pourtant, aujourd'hui, on importe des produits qui ne répondent pas aux fameuses normes que l'on vous impose, que vous impose l'Union européenne en particulier, et plus largement les États qui composent l'Union européenne. On fait venir des produits d'ailleurs qui coûtent moins cher et qui sont sans doute moins bons à la consommation. On a beaucoup entendu les agriculteurs s'exprimer autour de ces importations, et il y a une véritable colère. Il y a une véritable colère parce que, effectivement, là, une nouvelle fois,
On parle beaucoup dans ces crises-là de marché, notamment. On parle beaucoup de marché. De toute façon, l'économie repose sur un marché et on ne pourra pas aller contre le marché. Par rapport à cela, en France, il y a eu une volonté du gouvernement et de l'État de travailler sur ce qu'on a appelé la montée en gamme, c'est-à-dire un produit dit, je dis bien, dit de qualité supérieure. Sachant que le produit déjà conventionnel français, et si on regarde les études mondiales, l'agriculture française est considérée comme la plus durable au monde. Et je dis pas qu'il y a toujours des voies d'amélioration, de changement, etc. Mais elle est considérée comme la plus durable au monde. Ça veut dire que le produit, déjà, à la base, il est d'une qualité sanitaire irréprochable. En termes d'actes de production, il est d'une qualité, je dirais, qui vise au toujours mieux. Et par rapport à cela, eh bien, on ne reconnaît pas cette qualité-là, mais on préfère, je dirais, ouvrir nos marchés à des produits qui viennent de l'étranger et qui ne respectent pas ces cahiers des charges. Et c'est ça qui est inadmissible. Je prends la filière volaille est particulièrement impactée par cela en ce moment. Avec aujourd'hui, notamment, c'est vrai qu'on en parle un peu, et ça nous... Ce qui faisait que le mouvement français aussi rejoignait une partie du mouvement européen, c'est le zéro de douane par rapport aux importations ukrainiennes. Il ne s'agit pas de dire on n'est pas solidaire de l'Ukraine par rapport à la situation qu'ils connaissent. Mais le zéro de douane Ukraine, qui était aussi une mesure pour faciliter le fait que l'Ukraine puisse exporter, parce que ses circuits traditionnels d'exportation, notamment à travers la mer Noire, n'étaient plus possibles à cause du conflit russo-ukrainien. Ce zéro de douane Ukraine qui devait permettre notamment à l'Ukraine de passer en transit par l'Europe pour exporter ailleurs, eh bien, c'est plus du transit, ça reste en Europe, ça reste en France, et ça concurrence directement nos producteurs. Et aujourd'hui, les producteurs de volailles, par exemple bretons, connaissent leur outil de production est plus souvent vide qu'en activité. Et les importations ne font qu'augmenter. Alors, on n'est pas contre le marché. Le marché est une réalité. Maintenant, quand on a la capacité de produire les choses dans un cahier des charges extrêmement précis, que l'on reconnaisse cette capacité et qu'on la protège, mais qu'on ne laisse pas venir sur notre sol des produits qui ne respectent pas ce cahier des charges. Et s'il fallait rajouter le bilan carbone et tous ces aspects-là, je crois que là aussi, c'est tout ça que les agriculteurs comprennent pas. Alors il y a aussi un volet fiscal, le fameux GNR. Alors le GNR pour nos auditeurs, c'est le gasoil agricole qui n'est pas taxé comme le gasoil qu'on peut mettre dans son véhicule. Il y a un problème de fiscalité avec le GNR. En fait, on veut vous le faire payer plus cher. On le retaxe, ce GNR. On veut nous le faire payer plus cher, et je crois que la problématique majeure derrière tout ça, c'est notre capacité à répercuter sur notre prix de vente, sur notre coût de production, une charge. Le problème majeur, il est là. Et c'est-à-dire qu'on veut nous le faire payer plus cher, mais sans garantie sur notre prix de production. Et donc c'est toujours ce problème d'équation. Alors, problème d'équation, problème aussi pour les agriculteurs de vivre de leur travail finalement. Et puis il y a aussi le volet environnement. On vous demande beaucoup de choses en termes de normes environnementales. L'agriculture d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'agriculture d'il y a encore peut-être 20 ans. Vous allez me dire si je suis dans le juste. On vous a demandé beaucoup et on a l'impression qu'on continue à vous montrer du doigt. On nous a demandé beaucoup. Le monde agricole considère que et c'est réel, c'est mesuré, des efforts ont été faits. Le volet environnement est un volet particulièrement, on va dire, présent en Bretagne.
Les taux de nitrate dans les cours d'eau ont fortement baissé, on le sait, c'est mesuré. Et on demande encore plus. Je crois que il y aura toujours. L'agriculture est un milieu qui a toujours été en mouvement. Donc les pratiques peuvent certainement toujours s'améliorer, s'affiner. Le travail continue. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à une certaine limite dans le sens où les réglementations que veut mettre en place, que veut nous imposer l'administration, deviennent absolument impossibles et dénuées de bon sens, on va dire, et n'intègrent pas le fait que l'on travaille avec du vivant, et qui demande, je dirais, une adaptabilité. Et cette adaptabilité, c'est pas pour faire n'importe quoi, c'est parce que le vivant, c'est un milieu qui bouge. Alors on a beaucoup parlé aussi de ces normes lorsque vous voulez planter une haie ou en arracher au contraire une. Voilà, on a l'impression qu'on est un peu dans Ubu Roi, c'est-à-dire on vous demande plein de choses et puis finalement il y a beaucoup de contradictions. Je crois, alors vous allez me dire si je dis des bêtises, mais qu'il y a plus de 14 normes à respecter pour planter une haie. Oui, tout à fait. Alors, et c'est là où ça ne va pas. Je vais prendre mon exemple plus personnel. Quand moi je me suis installé il y a 12 ans, je dirais on est bailleur avec un propriétaire principal. Et on l'a rencontré quand on a fait l'installation, et il y a beaucoup de talus, c'est sûr qu'il soit ici en plus, et on a évoqué la gestion des talus. Il nous a répondu, et ben vous gérez ça en bon père de famille. Et c'est ce que je pense, on essaye de faire, et c'est ce qu'on fait, avec de l'entretien de talus, avec des replantations. Alors c'est vrai que parfois ces replantations, c'est pas un plan qui a été, on va dire, produit, qui est rectiligne, etc. On repique, etc. On reconstitue des haies. Et je crois que ça c'est... on travaille avec le vivant et on est soucieux. Ce qu'il faut que l'État comprenne, c'est que le vivant, c'est notre support. Et tous les agriculteurs savent très bien que c'est le bien-être de ce vivant, si je généralise, que ça soit le sol ou l'animal d'ailleurs. Et c'est ce bien-être-là qui va faire que notre activité va se dérouler sereinement, quoi. Or, on est en train de mettre en place tout un tas de règles, effectivement aussi pour l'entretien d'une haie, qui sont lourdes, quoi, et qui, je dirais, ceux qui mettent en place ces règles-là, je sais pas si un jour ils ont entretenu une haie, ils savent ce que c'est, quoi. On a l'habitude de dire, dans notre cas, enfin c'est plus mon frère associé qui le fait avec une équipe, on entretient environ 500 mètres de talus tous les ans. Je dirais, c'est très clair, c'est-à-dire que le bois, tout le monde en veut une fois qu'il est abattu, mais tant que la haie n'est pas entretenue, personne n'en veut, quoi. Et c'est un travail, et les agriculteurs le font correctement. Voilà, le travail de nos campagnes et des paysages aussi, parce qu'il faut le dire, sans agriculture, on n'aurait peut-être pas nos paysages. Il nous reste, 3 petites minutes, me dit notre réalisateur. Qu'est-ce que vous attendez de la mobilisation aujourd'hui? Alors quand je dis aujourd'hui, je veux dire cette mobilisation qui est entrée dans une nouvelle phase, parce qu'on voit quand même qu'elle s'étend en France, en Europe. On parlait tout à l'heure d'une mobilisation différente. Est-ce que c'est une mobilisation historique? Est-ce qu'il peut en sortir finalement quelque chose? Historique, j'ai pas le recul pour vous le dire. Est-ce qu'il peut en ressortir quelque chose? Il faut qu'il en ressorte quelque chose. Je dirais que nous, si je prends le cas de la FDSEA 22, avec les JA,
C'est un travail qu'on a... Ce sont les jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs. Voilà, je le dis pour nos auditeurs. C'est un travail qu'on a démarré depuis 3 mois, hein, avec des actions sur les axes routiers en novembre, une action à la préfecture en décembre, etc. On a donc nos revendications en soi, si on peut appeler ça comme ça, elles sont portées auprès des autorités préfectorales depuis un moment. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse, donc on attend des réponses claires sur un réel engagement de l'État avec une ambition agricole, un arrêt de la surréglementation, une prise en compte de la valeur de nos produits et par rapport à cela des mesures par rapport aux distorsions de concurrence. C'est tout cet ensemble-là. Mais on ne souhaite pas simplement être écouté, effectivement. Il semblerait qu'on soit écouté. On veut être entendu avec derrière des actes clairs. Et tant qu'il n'y aura pas des actes clairs, on continuera. Dans les dossiers qui nous intéressent, on sait qu'il y avait notamment... il y en a une multitude. Il y avait le dossier MAEC, par exemple. Les MAEC, donc des agriculteurs s'engagent dans des transitions agroécologiques. Et ça fait l'objet d'un contrat avec l'État, avec une compensation par rapport à la mise en place de ces transitions, dans le sens où ces transitions peuvent gréver un peu la compétitivité de l'entreprise. Donc on avait jusqu'ici une incertitude sur le paiement des MAEC, hein, c'est ce qui faisait la grogne, hein, on en a parlé à l'automne. Bon, il semblerait, on a appris hier, le préfet aurait annoncé que l'intégralité des MAEC allait être payée, donc voilà, ça fait partie c'est un pas, mais il n'est pas suffisant. On en souhaite d'autres sur la surréglementation. Il y a dans les dossiers notamment prégnants qui nous concernent, nous, région d'élevage en Bretagne, il y a le dossier des prairies permanentes, hein, par rapport au fait que l'interdiction des prairies permanentes est une aberration à la fois en termes de bon sens agricole et par rapport au renouvellement des générations et à l'autonomie des exploitations. On ne retourne pas une prairie pour le plaisir de la retourner, on retourne une prairie dans le cadre d'une rotation. C'est fait tout à fait intelligemment. Et il y a le dossier aussi des IED, donc par rapport aux installations classées, sur lequel là aussi, par rapport à ce dossier, c'est une remise en cause de nos élevages familiaux. Bon, un dossier qui est plus à l'échelle européenne, mais où la France doit montrer son ambition agricole. Nous étions ce matin avec Philippe Cherdel, secrétaire général de la FDSEA des Côtes-d'Armor, pour parler de cette grogne, de cette colère même, pourrait-on dire, des agriculteurs, dossier que l'on va évidemment suivre sur Bretagne 5. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je rajoute que vous êtes éleveur également. Éleveur laitier. Voilà. Associé avec mon frère. Voilà, et vous êtes venu sur votre temps pour nous parler de l'agriculture ce matin, de la colère des agriculteurs. Merci beaucoup, je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.